à tous et bienvenue dans ce premier chapitre d'algèbre concernant l'ensemble des réels R. Ce cours est particulièrement spécial et exige une attention particulière. Aussi, il vient complémenter le premier chapitre d'analyse. La compréhension de ces deux premiers cours vous doterait de la connaissance nécessaire et suffisante pour aborder la suite en toute aisance, et fera de l'ensemble le plus important de l'histoire des mathématiques, l'ensemble des réels R, votre allié. La particularité de ce chapitre vient du fait qu'il inclut pas mal de définitions et concepts abstraits, mais d'une importance capitale. Regardons maintenant l'énoncé de la borne supérieure dans R, dont on se fixe l'objectif de démystifier dans ce chapitre. Pour comprendre cet énoncé, il faudrait tout d'abord comprendre certains mots-clés. On retient majoré et borne supérieure. On commence par notre première définition, c'est celle d'une relation binaire. Donc on a deux ensembles E et F. Une relation binaire de E vers F est un sous-ensemble de E étoile F. Et que l'élément X, Y appartenant à l'ensemble E étoile F, vérifier la relation binaire, est équivalent à X, Y appartient à ce même sous-ensemble. Et on note X est en relation avec Y. Une relation binaire sur E est un cas particulier où F est encore E lui-même. Tout d'abord, l'écriture X, Y appartenant à E étoile F veut dire que nous avons un objet X, Y tel que X appartenant à E et Y appartenant à F. Ces deux écritures sont équivalentes et on peut étendre cette expression à n éléments. Maintenant, ce qu'il faut retenir de cette définition, que la relation binaire est un sous-ensemble, ni plus ni moins, c'est-à-dire cette relation qu'on note, ce R là, c'est un sous-ensemble de l'ensemble E étoile F, et que si nous avons un élément X, Y appartenant à cet sous-ensemble, on dit que X est en relation avec Y. Mais ici, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que il y a un certain ordre ici. Le fait d'avoir un X en relation avec Y n'implique pas forcément que nous avons un Y en relation avec X. C'est-à-dire que l'élément Y, X, qui appartient au sous-ensemble R. D'accord? Pour mieux éclaircir tout ça, nous allons donner un exemple. Donc, on considère l'ensemble E suivant. L'ensemble F et à partir de ces deux ensembles, on construit une relation binaire qu'on note R. Donc, il est clair que l'ensemble R est un sous-ensemble de l'ensemble E étoile F, et que de cette relation binaire, on tire que on a le 1 en relation avec 3, le 7 en relation avec
5 et le n en relation avec m. J'espère que c'est clair maintenant. La définition précédente de la relation binaire va induire des faits marquants. Nous en retenons deux pour ce cours. Le premier, celui-là, c'est du bon à savoir, tandis que le deuxième va nous servir dans la suite de ce chapitre. Ce premier fait marquant nous définit ce qu'on entend par une relation fonctionnelle et une application. En fait, ce que nous sommes habitués à utiliser et que nous appelons fonction et application sont en fait des cas particuliers de la définition d'une relation binaire. Pour la première définition A, on note notre relation binaire f ici. La définition nous dit pour tout x appartenant à E, il existe au plus un élément y. Cette expression qu'il existe au plus un élément, ça veut dire que si y existe, alors il est unique. À vérifier, f de x égale à y. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir un y et z tel que y est différent de z, mais que f de x est égal à y et f de x est égal à z. Ceci est complètement faux dans la définition d'une fonction. Concernant la définition B, pour l'application, on va noter notre relation binaire ici, G. Ça nous dit que pour tout x appartenant à E, il existe un élément y de f et un seul qui vérifie g de x est égal à y. Ici, la différence avec la définition de relation fonctionnelle, c'est que l'existence est toujours assurée. OK? Pour la fonction. Donc, on ne sait pas a priori si x existe, si y existe ou pas, qui vérifie f de x est égal à y. Par contre, au niveau d'une application, quel que soit le x, il va y avoir un y qui vérifie g de x est égal à y. Et dans les deux cas, on appelle y l'image de x par f ou g. Construisons un exemple pour avoir les idées claires. On considère cet ensemble E E JK F A B et C. Nous allons construire 3 relations binaires différentes. E, B.
Et on va essayer de remplir ce tableau pour voir si qu'est-ce que ces trois relations binaires vérifient. Comme définition, bien sûr. Ici, une simple relation binaire. Ici, une relation fonctionnelle. Et ici, une application. Donc, les trois, bien sûr, sont des relations binaires puisqu'ils sont tous des sous-ensembles de l'ensemble E étoile F. Ici, R1 n'est pas une relation fonctionnelle. Pourquoi? Parce que nous avons un I qui se répète avec deux images différentes. D'accord? Il y a un B ici et il y a un C là. Donc, pour la même raison, on peut dire que aussi ce n'est pas une application, mais il y a aussi le fait que il n'y a pas de cas ici. On n'en trouve pas. Donc, il n'y a pas de cas. Donc, ça ne vérifie pas la définition d'une application. Pour R2, oui, c'est une relation fonctionnelle, mais ce n'est pas une application. Pourquoi? Parce que J n'a pas d'image. Remarquez ici qu'il n'y a pas de J. Pour R3, donc elle vérifie la définition de la relation fonctionnelle et vérifie aussi la définition pour que ça soit une application. D'accord? Et ici, par la même occasion, on souligne que si nous avons une application H, application, ça implique que H est aussi une fonction. D'accord? Dans cette section, notre relation binaire est définie sur un ensemble E. Et si vous vous rappelez de la définition, donc une relation binaire sur un ensemble E, ça veut dire que les éléments sont des X et Y appartenant à, elle est composée d'éléments X et Y appartenant à E étoile E. Donc le F, c'est E lui-même. Sur cette définition, nous avons ce que ça veut dire une relation binaire réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive. Pour comprendre facilement ces définitions-là, nous allons procéder avec la vue que notre relation binaire n'est autre chose qu'un sous-ensemble de l'ensemble E étoile E. Ce qui veut dire pour réflexive, donc c'est 1, ça veut dire que X et X appartenant, l'objet XX, il appartient à R. Pour la symétrie, donc si nous avons l'objet XY qui appartient à R, cela implique que aussi nous aurons l'objet YX appartenant à
R. Vous voyez ici, pour la symétrie, on précise ici l'ordre. Donc, il y a un ordre ici. C'est juste que quand c'est symétrique, nous avons l'implication que Y en relation avec X fait partie aussi de la relation d'ordre. D'accord? Pour l'antisymétrie, donc si nous avons un X, Y appartenant à R et que Y et X appartiennent aussi à R, cela implique que Y est égal à X. Pour la transitivité, donc si nous avons les deux couples Y, X, Y appartenant à R et Y, Z appartenant à R, nous avons aussi que X, Z appartenant à R. Voilà, c'est la définition de certaines particularités que peut avoir une relation binaire. De cette définition, nous avons notre deuxième fait marquant. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes habitués aux relations d'ordre depuis toujours, et l'ordre que nous utilisons couramment, c'est l'ordre entre les chiffres, ou autrement dit, la comparaison des chiffres. Quel que soit l'ensemble de chiffres que je pourrais vous donner, vous êtes capable d'en déduire un ordre. Par exemple, si je vous donne cet ensemble-là, il est composé d'exactement 7 éléments. Et que je vous dis de constituer un ordre en utilisant exactement ces mêmes 7 éléments. Il est presque spontané d'écrire 1, 2, ok? Maintenant, appliquons cette définition à ce cas particulièrement important des nombres réels. Où notre relation binaire va être égale à l'ordre usuel qu'on connaît dans l'ensemble des réels R, le inférieur ou égal. Donc, on va essayer de voir
les propriétés que notre ordre usuel inférieur ou égal va vérifier. Réflexive, anti, symétrique, transitive. Un x inférieur ou égal à x. Ça, c'est une propriété vraie. Pourquoi? Pour la simple raison que inférieur ou égal inclut l'égalité et nous avons donc un x qui est égal à lui-même x. Pour l'antisymétrique, donc un x inférieur ou égal à y et un y inférieur ou égal à x aussi. Donc visuellement, on peut faire ça. Donc on va prendre un x ici, le y est là, et on a aussi encore le x. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le seul cas possible est que le premier x doit être égal à lui-même, donc ce qui fait que la distance d ici est égale à 0. Ce qui veut dire que y aussi coïncide avec x, et ça veut dire aussi que le y, il est égal à x. Pour la transitivité, on a un x inférieur ou égal à y. Le y, il est inférieur ou égal à z. Donc, si on trace ça comme ça, nous avons un ordre x, y et z. Et il est clair que le x, il est inférieur ou égal à z. De ceci nous a permis de montrer que notre ensemble des réels R doté de son ordre usuel inférieur ou égal à est un ensemble ordonné. La question maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un ordre total? Pour répondre à cette question, on peut procéder par le simple fait que quels que soient deux éléments de R, l'ensemble des réels, on est capable de les comparer. C'est-à-dire, on se donne deux éléments, quels qu'ils soient, un x et y. Si je pose mon x ici, je suis obligé de... Je n'ai que deux choix. Soit de positionner y là, et ça va me donner le x, il est inférieur ou égal à y, soit mon seul et unique deuxième choix, soit de le positionner ici, et ça va nous donner un y inférieur ou égal à x. Ce qui veut dire que, quels que soient ces deux éléments x et y, il y a une sorte de comparaison entre les deux. Donc oui, aussi, le R avec son ordre usuel est totalement ordonné. Donc, et vous l'avez sans doute pensé aussi que le R doté de son ordre usuel supérieur ou égal est aussi un ensemble totalement ordonné.
L'importance de ce deuxième constat vient du fait qu'il montre que les relations d'ordre total, usuel, inférieur ou égal et supérieur ou égal de l'ensemble des réels R découlent de la définition d'une relation binaire qui satisfait certaines propriétés, à savoir qu'elle est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. D'accord? Regardons à présent cette définition d'un ordre strict. Donc la définition, elle se base toujours sur ce qu'on a défini ultérieurement, donc ce qu'on a défini précédemment, pardon, et que on peut facilement voir que nous avons le R doté avec son ordre strictement inférieur et le R doté avec son ordre usuel de strictement supérieur sont tous les deux des ensembles d'ordre strict. Nous allons dans cette section parler d'éléments particuliers d'un ensemble ordonné E. Donc notre ensemble E est muni d'une relation d'ordre R. Donc la définition du plus grand élément de E doit vérifier que ce A qui appartient à E vérifie que tout autre élément de E, nous avons X en relation avec A. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous cette forme appartiennent au sous-ensemble R. Et on note cet élément A, le max de E. Aussi pour le plus petit élément de E, c'est un A qui vérifie que tout autre élément de E, nous avons A en relation avec cet élément et que tous les éléments AX appartiennent au sous-ensemble R. Remarquez ici que A et les éléments X appartiennent tous les deux au même ensemble E. Mais c'est aussi applicable à tout autre sous-ensemble de E. Notons A, cet sous-ensemble de E. Nous devons aussi avoir l'élément A appartenant au grand A et que pour tout X appartenant à A, nous avons le X en relation avec petit a. D'accord?
Donc, pour vous donner un effet visuel, imaginez ceci comme ça. Donc, on a un élément, on a un ensemble E externe dans lequel il y a un sous-ensemble A. Et que nos éléments A et X sont dans A. Et dans cette définition, il se trouve que A coïncide avec E. D'accord? Maintenant, la définition d'un majoron. Donc, le A, il appartient à E, est un majoron de grand A lorsque pour tout X appartenant à A, le X, il est en relation avec A, petit a. Donc, la différence par rapport à la définition précédente du plus grand élément, c'est que maintenant, nous avons notre élément petit a qui appartient à E, tandis que nos X sont dans A. D'accord? La même chose pour le minoran, c'est un élément de E qui vérifie que pour tout X appartenant à A, nous avons un autre A en relation avec le X. Et bien sûr, vous l'avez bien compris, il s'agit des éléments qui appartiennent à notre sous-ensemble R. C'est-à-dire ici les éléments XA et ici ce sont les éléments AX. Et vous remarquez toujours l'importance de l'ordre. Donc pour notre effet visuel ici, donc on peut tracer notre ensemble E un peu comme ça. On va se dire que ceci est un E. Et l'élément A. Mais que dans ce cas, nos X sont tous ici. Mais le A, il peut un peu être partout. Il peut être là, il peut être là, là. Donc, il appartient à l'ensemble E. Maintenant, nous allons voir la définition que nous attendons depuis toujours, depuis le début de ce chapitre, la définition de borne supérieure. La borne supérieure d'un ensemble A va se présenter comme ceci. Donc ici, nous avons l'ensemble grand B, l'ensemble des majorons de A. D'accord? Et on vient de voir la définition de majorant. Donc si cet ensemble a un plus petit élément, donc et pour cela, on peut appliquer notre définition précédente
précédente du plus petit élément, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments x de B, nous avons un autre élément A de B, tel que le A, il est inférieur à tout x. Ok? Ça veut dire si cet ensemble B a un plus petit élément, cet élément-là est appelé la borne supérieure de A. Et on la note sup de A. Maintenant, pour la borne inférieure, et je vais vous expliquer pourquoi je ne parle pas beaucoup de borne inférieure. Donc la borne inférieure nous dit que si C est un ensemble de minorants de A et que cet ensemble admet un plus grand élément, cet élément-là est appelé borne inférieure de A et on le note inf de A. Pourquoi je ne parle pas beaucoup de bornes inférieures et que depuis le commencement de ce cours, je ne parle que de bornes supérieures pour la simple raison que dans notre ensemble de réels R, nous avons cette formulation-là, que la borne inférieure, c'est-à-dire la négation, le moins, ça veut dire un signe moins. Moins. La négation de la borne inférieure d'un ensemble A est égale à la borne supérieure de la négation de cet ensemble. D'accord? Maintenant, nous allons démontrer que si un ensemble a un plus grand élément, c'est-à-dire un max, alors ce max est égal à son sup, c'est-à-dire sa borne supérieure. Et dans cette démonstration, on démontre par la même occasion l'existence de sup de A et qu'il est égal à ce maximum que nous avons. C'est-à-dire s'il existe bien sûr. Maintenant, soit A, le max de A. Et ici, je vais utiliser le symbole pour ma relation binaire. Je vais utiliser ce symbole, mais je ne le prononce pas inférieur ou égal parce que il n'est pas le symbole usuel. D'accord, je le prends juste par souci de clarté et du coup, la projection sur R ne posera aucun problème. Donc, il est très préférable de commencer à ce stade de s'adapter complètement avec la relation binaire
comme ce symbole-là. Donc, j'ai mon petit a, c'est le max de A. Par définition, nous avons pour tout x appartenant à A, x est inférieur ou égal au max de A. Donc le A c'est un majorant. Donc max de A c'est un majorant. Bien sûr, c'est par définition. Majorant. Et du coup, il appartient à B, l'ensemble des majorants de A, l'ensemble qu'on a vu. Maintenant, soit B un majorant quelconque, donc il appartient à B bien sûr, de majorant quelconque de A. Alors, pour tout x appartenant à A, nous avons un x inférieur ou égal à P. Et en particulier, puisque le max, il appartient à A, on prend notre x est égal au max de A. Ce qui nous donne que le maximum de A, il est inférieur ou égal à tout majorant de A. C'est-à-dire que notre max de A est le plus petit majorant de A. D'où sup de A est égal à ce max de A qui est lui-même ce petit a. D'accord? Et on peut dire la même chose sur l'implication inverse parce que, on ne peut pas dire la même chose sur l'implication inverse parce que rien ne garantit que la borne supérieure appartienne à l'ensemble concerné. Et je vous donne un exemple. Si je prends mon A est égal à l'intervalle 0,3, donc le sup de A c'est 3 et 3 n'appartient pas à A. Maintenant, armé des définitions et concepts que nous avons vus, essayons de traduire la définition ou bien l'énoncé de la borne supérieure sous une différente forme. Toute partie non vide est majorée de R admet une borne supérieure. Toute partie non vide est majorée. Ça s'écrit comme ça pour tout A, incluant R, A, différent de l'ensemble vide. Il existe un élément A de R cette partie, c'est la définition de majoré. Ok? Et celle-là, bien sûr, la première, c'est toute partie non vide. Admet une borne supérieure. Ça veut dire que ça implique l'existence du sup de A.
Et je rappelle, si vous le souhaitez, que sup de A, ça veut dire le plus petit majorant de A. Qui s'écrit encore pour tout x appartenant à A, x est inférieur à sup de A. Ceci pour dire que sup de A est un majorant. Et que soit P l'ensemble des majorants de A pour tout P appartenant à B, sup de A inférieur à B. C'est-à-dire qu'il est le plus que B, que sup de A est le plus petit majorant de A. Pour conclure, je vous recommande de garder à l'esprit la structure globale de l'ensemble des réels R que nous avons vu dans ce chapitre. En plus du premier chapitre d'analyse, vous trouverez le lien dans la description. Cette structure-là peut être retenue comme définition de R et qui se résume ainsi. Donc, 1. R possède la propriété de l'abord supérieur. 2. Sa structure interne peut être composée sous cette forme, l'axe des réels. Et pour ceci, vous pouvez aller voir le chapitre numéro 1 de la playlist Analyse. Merci pour votre attention et on se retrouve pour un prochain chapitre.